Dans les Alpes, au plus fort de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, les vallées étaient occupées par de gigantesques glaciers sur des centaines de mètres d'épaisseur. Seuls émergeaient, comme des îlots fantômes, les hauts sommets des montagnes. Il y a 11 000 ans, sous l'effet d'un réchauffement brutal, le climat va basculer d'une année à l'autre, enregistrant parfois des écarts de température de plus de 10 degrés. Comme si une main divine avait soudainement appuyé sur un bouton. Les grands glaciers des vallées subalpines vont peu à peu se retirer pour laisser la place à de vastes plans d'eau enchâssés entre les montagnes. Le lac Majeur sera le premier lac sur notre parcours. Il déploie ses 66 km de long entre l'Italie et la Suisse, à cheval sur le Piémont et la Lombardie. Plus de 80% se trouvent en Italie, offrant des panoramas à couper le souffle. Stresa est la plus célèbre des villes du lac Majeur, stratégiquement tournée vers le golfe Borromée. En Suisse, l'ouverture en 1906 du tunnel ferroviaire du Simplon a permis à la gare de Stresa d'accueillir les trains de la célèbre ligne Londres, Paris, Milan. L'élite européenne, aristocrates, écrivains et capitaines d'industrie, vont se succéder pour célébrer les merveilles de Stresa et la douceur du lac Majeur. Dès le début du XIXe siècle, époque où s'érigent les plus majestueux palaces au bord du lac, Stresa devient un lieu de villégiature très à la mode. Le Grand Hôtel des îles Borromée, fondé en 1861, est le plus célèbre de la longue liste des palaces luxueux du bord du lac, où plane une atmosphère magique, renforcée par les fantômes de ceux qui ont séjourné. Des rois aux chefs d'État, des grands écrivains, aux grands compositeurs d'opéra, tous ont laissé une empreinte indélébile de leur passage. Ainsi, l'imaginaire du palace renvoie au luxe. Les capitaines d'industrie, les stars et les people, qui les fréquentent toujours et encore, perpétuent le mythe de ces hôtels d'exception qui regorgent de marbre et bois précieux, de dorures et d'œuvres d'art, dans une infinité de détails dont la qualité extrême des matières se marie à des savoir-faire ancestraux. Ernest Hemingway, qui fut un hôte coutumier du Grand Hôtel des Borroméo, a laissé son nom à l'une des plus belles suites où objets d'art, tableaux et meubles anciens ornent chacune des pièces, contribuant à donner une atmosphère romantique et un charme suranné à ce lieu chargé d'histoire. Entre rigueur des sommets suisses et douceur d'Italie, les hauteurs de Stresa offrent le plus beau panorama qui soit sur l'archipel des îles Borromée. L'île des pêcheurs fut la première des 3 îles habitées. À partir des années 50, l'île deviendra une attraction touristique à succès. Dès lors, les pêcheurs finissent par délaisser leurs filets pour se convertir en commerçants avisés. Là où jadis se vendait la pêche du jour à la criée, hôtels et restaurants se massent désormais sur les quais.
la plus fascinante des 3 îles est sans contredit l'Isola Bella et son palais baroque du XVIIe siècle, construit sous Charles Borromée, 3e du nom, toujours encore occupé par ses descendants. Le palais est complété par un jardin baroque dans la plus pure tradition italienne. Surmonté d'une licorne cabrée, le théâtre Massimo, édifié sur 3 niveaux d'arcades superposées, elle-même couronnée de statues d'Angelo, est une pure folie baroque. Par on ne sait quelle magie, le seul nom de Borromée invite à la rêverie. Il est celui d'une famille milanaise qui a prospéré dans la banque avant d'être anoblie par la famille Visconti, les seigneurs de la cité lombarde. Pour asseoir un peu plus leur pouvoir, les Borromée achètent aux Visconti, en 1441, la Rocca, une forteresse du XIe siècle stratégiquement positionnée sur le lac. La forteresse médiévale, parfaitement bien conservée, abrite depuis 1988 le musée des poupées, l'un des plus importants du monde par le nombre, mais surtout par la rareté des modèles qu'il contient. L'inestimable collection de la princesse Bona Borromée, exposée dans 12 des pièces du château, s'enrichit chaque année avec des poupées provenant des 4 coins de la planète. Quel meilleur endroit pour elle que ce château de conte de fées perché sur un affleurement rocheux. En amont de la forteresse, suspendu à une falaise, le monastère de Santa Caterina del Sasso semble défier les lois de la gravité. Le monastère abrite des fresques d'une grande valeur artistique et spirituelle qui couvrent une période allant essentiellement du XIIIe au XVIIIe siècle. L'origine du monastère remonte à la fin du XIIe siècle. Le dénommé Alberto Besozzi, gentilhomme et marchand de son état, fut victime du mauvais temps sur le lac. Sauvé de la noyade, il fit construire le monastère par les moines dominicains où il s'est retiré en ermite jusqu'au dernier instant de sa vie. Depuis 1535, le corps momifié du bienheureux Alberto est exposé dans la chapelle qu'il avait fait ériger. Dès lors, Santa Caterina del Sasso est devenu un haut lieu de pèlerinage. Les Alpes valaisannes, lestées de leur neige éternelle, agissent sur le lac Majeur comme une véritable barrière climatique. Ils l'abritent des vents du nord pour lui offrir la douceur d'un climat méditerranéen où foisonnent des jardins luxuriants, aux parfums enivrants. Ils sont autant de promenades romantiques et merveilleuses que de lieux conçus pour le plaisir de tous les sens.
La région des Grands Lacs recèle bien des trésors cachés. Moins connu que le lac Majeur, son voisin, situé à une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest, le lac d'Horta fait pourtant partie de ces lieux enchanteurs qui laissent une empreinte indélébile dans la mémoire des voyageurs. Enchâssé dans les montagnes du Piémont, comme une perle dans un écrin de verdure, le lac d'Horta s'apparente à un paysage d'aquarelle où se mêle le bleu nacré des eaux au vert infini des monts boisés. Au centre, comme touche finale du tableau, émerge un unique et minuscule îlot entièrement couvert de bâtisses médiévales resserrées autour d'une basilique romane. Si la basilique comporte des fresques de grand intérêt de Carlo Borsetti, comme la Sainte Trinité, l'œuvre d'art majeure est la chaire romane de marbre serpentin du XIIe siècle, une pure merveille. Sur les murs et les colonnes des nefs latérales, des fresques du XIIIe siècle illustrent la vie de San Giulio. Dans la petite ville d'Horta San Giulio, règne une atmosphère délicieusement surannée. À partir de la place centrale, le regard est irrésistiblement attiré par un noble bâtiment recouvert de fresques juchées sur des colonnes de granit. Il s'agit du palais communal, bâti en 1582, où était rendue la justice les jours où le marché prenait place, sous ses arcades. Horta San Giulio est doté d'un labyrinthe de venelles au charme fou, comme la très belle montée fleurie de la rue Motta. Elle recèle de très belles surprises aux passionnés d'architecture, comme les demeures bourgeoises du XVe et XVIIe siècle, couvertes de lauze. Sur les hauteurs de San Giulio, l'étonnante Villa Crespi domine les eaux bleues du lac. C'est un rêve éveillé, un authentique palais oriental, digne d'un conte de fées. C'est en 1879 que le rêve prend forme, lors du retour de Benigno Crespi de ses nombreux voyages d'affaires en Orient, durant lesquels il a succombé au charme enchanteur de Bagdad. De retour sur son lac tant aimé, il décide de matérialiser ce qui a embrasé son imagination. De tous les grands lacs, celui de Côme a toujours joui du plus grand prestige, étant le point de départ ou d'arrivée du Grand Tour. Ce fameux grand voyage, entrepris à travers l'Europe du XVIIIe siècle par les jeunes gens de la noblesse européenne, afin de parfaire leur éducation, suivi par la fine gâchette des romantiques, en qui les montagnes exaltent le sens du grandiose. Entre terre et ciel, les alpages du lac de Côme nous offrent l'un des plus beaux balcons d'Italie, avec un panorama spectaculaire à 360 degrés, à cheval entre la Suisse et l'Italie. Bienvenue chez Giovanna et Nino, les indomptables du lac de Côme. Ici, durant l'estive, de juin à septembre, Nino et Giovanna, des irréductibles, perpétuent l'âme pastorale des fermes d'alpage. Une espèce en voie de disparition depuis que la plupart de leurs voisins éleveurs ont succombé aux sirènes argentées de la jet-set. La situation spectaculaire de ces fermes, perchées à près de 1000 mètres d'altitude avec vue sur le lac, s'arrache à prix d'or. De richissimes chaînes hôtelières, des princes, des artistes et des capitaines d'industrie sont tous dans la surenchère pour s'offrir ces nids d'aigles. L'origine des alpages, sur les hautes terres du lac de Côme, est étroitement liée aux moines. Ceux-ci sont présentés comme ayant, à l'époque médiévale, façonné la plupart des pâturages d'altitude. Ils sont également perçus comme les inventeurs des techniques de l'élevage et de la fabrication du fromage. Techniques dont ils auraient généreusement fait don aux paysans.
La vie dans les alpages possède un pouvoir d'attraction certain sur ceux qui aspirent à une autre vie, moins soumise au stress de la vie citadine. Ici, le quotidien de ces deux irréductibles, en contact permanent avec la nature, sans jamais la défier, me fait l'effet d'un îlot de vie préservé. Certes, durant l'estive, de 5 heures du matin à 20 heures, l'activité est intense. Giovanna et Nino n'ont pas le temps de se compter fleurettes. Outre leurs 25 vaches laitières, ils possèdent 45 chèvres, dont il faut s'occuper jour après jour. Nos bêtes, me dit Giovanna, sont indissociables de notre quotidien. Elles font partie intégrante de notre vie, au même titre que n'importe quel membre de la famille. È notte qua. Dans ce pays de cocagne, qui sent bon la quiétude, la liberté et la passion du terroir de montagne, Giovanna et Nino perpétuent, selon la tradition lombarde, la fabrication de quelques-uns des plus célèbres fromages d'Italie. Giovanna produit aussi un beurre de baratte délicieux, à partir de la vieille baratte en bois de châtaignier, héritée de ses parents. Autrefois, me dit-elle, la baratte comportait une manivelle qui actionnait des palettes pour bien agiter la crème. C'était un travail fastidieux qui demandait une certaine endurance physique et qui pouvait prendre de 1 à 3 heures suivant la température ambiante. Nino l'a astucieusement électrifiée sans lui enlever son âme et la baratte produit toujours et encore ce beurre si savoureux d'une belle couleur jaune qui me rappelle le goût merveilleux de mon enfance. Nous prenons congé de nos amis qui, durant notre séjour dans leur nid d'aigle, nous ont ouvert leur cœur et donné leur confiance. La ville de Côme est le chef-lieu du lac, à qui elle a donné son nom. Son importance stratégique au Moyen-Âge lui avait permis de rivaliser avec Milan. Sa cathédrale tout en marbre du XIVe siècle, particulièrement ouvragée, s'impose par son élégance et sa domination sur l'architecture de la ville. Elle est un parfait exemple de combinaison harmonieuse d'éléments gothiques et Renaissance qui était la marque de fabrique des grands bâtisseurs de cathédrales, les maestri Comacchini, qui diffusèrent à travers l'Europe le style lombard. Accolée à la cathédrale,
comme pour manifester les liens étroits des autorités civiles et religieuses, voici le Broletto, l'ancien hôtel de ville qui reflète cette splendeur médiévale de la cité. À partir de la Piazza Cavour, Côme joue les élégantes, avec ses façades d'immeubles colorés, ses terrasses où l'on refait le monde tout en dégustant un ristretto. Côme célèbre ses illustres citoyens qui ont fait sa réputation à travers le monde. Le plus honoré est Alessandro Volta, à qui la ville a édifié un véritable temple. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, physicien de son état, est né à Côme le 18 février 1745. S'il compte plusieurs inventions notables à son actif, ce physicien italien a marqué la science de son empreinte en inventant la première pile électrique en 1800. La ville de Côme et ses environs ont vu passer la fine fleur de l'aristocratie européenne de ces 250 dernières années, rejointe plus tard par les plus grandes stars d'Hollywood. Ainsi sont nées au fil du temps de somptueuses demeures qui s'égrènent le long du lac. Dans certaines d'entre elles sont nés de célèbres opéras, mais aussi de grandes passions amoureuses. Le compositeur Bellini, qui était un grand courtisan, composa dans l'une d'entre elles la Somnambule et la Norma, pour la cantatrice Giuditta, sa maîtresse, hélas mariée et installée dans la rive d'en face. Il est écrit dans ses mémoires que lorsqu'il voyait un drapeau arrimé à la fenêtre de son amoureuse, il filait la rejoindre en bateau. C'était signe que son mari était parti et que la voie était libre. Le lac de Côme fut aussi le théâtre d'événements agités qui ont marqué l'histoire de l'Italie. Parmi ces événements, la mort de Benito Mussolini, autour de laquelle persiste encore aujourd'hui une opacité organisée, mérite de vous être contée. En effet, le 27 avril 1945, à 15h30, alors qu'il tentait de fuir l'Italie, avec un trésor estimé à plusieurs centaines de milliards de lire, dérobé à l'État italien, Mussolini et sa maîtresse sont arrêtés près de la ville de Dongo, dans ce tunnel par les partisans de la brigade Garibaldi. Le jour même, avec sa compagne, Mussolini est transféré dans le petit village de Mezzegra, à 35 km de Dongo. Le jour même de leur transfert, ils seront abattus, ici, devant le portail de la Villa Belmonte, dans le plus grand des secrets et dans une confusion devenue historique qui, aujourd'hui encore, reste un mystère. Un mystère alimenté sans doute par ceux qui auraient tout à perdre si un jour la vérité devait éclater, dans ce qui pourrait devenir le plus grand scandale de la République italienne. Je veux parler du trésor volatilisé de Mussolini, dérobé à l'État italien. À qui profite-t-il aujourd'hui ? L'âge d'or de ce lac tant aimé trouve son apogée dans le XVIIIe siècle, durant lequel sont édifiées les plus belles demeures du lac, orgueil des aristocrates d'hier et des stars d'aujourd'hui. Je vous propose de nous arrêter quelques instants sur certaines d'entre elles. À commencer par la Villa Balbianello, de style Renaissance, construite en 1787 sur les ruines d'un couvent franciscain. Chérie par Hollywood,
elle a servi de décor à plusieurs grandes productions cinématographiques, comme, entre autres, plusieurs épisodes de la fameuse série des James Bond, plusieurs épisodes aussi de la Guerre des Étoiles, et tant de films célèbres. La très populaire Villa Carlotta, construite à la fin du XVIIe siècle, est la star de cette partie du lac. Elle a connu plusieurs propriétaires, dont la princesse Marianne d'Hollande, qui en fit cadeau à sa fille, la princesse Charlotte de Prusse, en 1850. À l'intérieur, sur 2 étages, on peut admirer une impressionnante collection d'œuvres d'art, notamment des sculptures de Canova en marbre blanc de Carrare. Après avoir passé le seuil, on accède dans le hall d'entrée, où domine la remarquable statue représentant Mars et Vénus. Ici, dans la salle d'amour, voici une très belle sculpture de Psyché, ranimée par le baiser de Cupidon. Là, Madeleine la repentante, symbole du sacrement de pénitence. Enfin, l'œuvre la plus aboutie est Palmède, prince grec, qui prit part à la guerre de Troie. La salle des tableaux abrite le chef-d'œuvre de Jean-Baptiste Vicard, représentant Octavie, sœur de l'empereur Auguste, s'évanouissant en écoutant les vers de Virgile évoquer la mort de son fils, Marsilius. À partir de la tonnelle d'agrumes, on accède dans les jardins du parc, où arbres et plantes du monde entier se succèdent autour de la villa pour nous offrir une promenade tout en fraîcheur et en senteur estivale. Le lac de Caume aime les grands maîtres de l'opéra, et l'âme des compositeurs d'opéra fut particulièrement sensible à son charme. S'adressant à un ami proche, Giuseppe Verdi écrit « La douceur infinie du lac de Caume est un piège. Sans en avoir l'air, ce paysage a l'art de rendre instantanément serein et paisible. On y consent évidemment avec ravissement et on s'en étonne. Comment en effet un lieu peut-il à ce point protéger l'âme de ses tourments et les sentiments de leurs excès ?» Pour composer sa célèbre Traviata, Giuseppe Verdi, dont la vie ne fut pas un long fleuve tranquille, venait chercher calme et inspiration dans cette jolie villa, propriété de son épouse Margherita. Tout près de la Villa Verdi, la Villa Maria reçoit toujours encore, en villégiature, des personnages célèbres. Dans un petit village des hauteurs proches du lac, persiste une tradition carnavalesque qui puise son origine dans l'histoire commune à tant de villages de la région où les hommes quittaient leur pays et leur famille durant 10 mois de l'année et parfois plusieurs années à la recherche de travail. Ainsi, le carnaval décrétait le départ de ces hommes et la solitude des femmes qui s'en suivaient, dissimulant leur tristesse derrière des masques de bois. Battisté est l'un des derniers sculpteurs de masques sur bois attachés à cette tradition. Comme son grand-père et son père avant lui, il continue de fabriquer les masques, si caractéristiques de cette mascarade, qui met en scène 2 personnages masqués, le brutto et le bello, le laid et le beau. Le laid porte un masque ridé et difforme,
caractéristique de sa condition sociale. C'est un homme pauvre et maigre qui n'a pas d'autre choix que de se résoudre à quitter le pays pour nourrir sa famille. Le beau, lui, est opulent, porte un masque arrogant, souvent moustachu, moqueur et vaniteux. Il incarne l'antique petit bourgeois argenté qui n'a nul besoin de quitter son pays pour nourrir sa famille. L'importance de ces masques en bois, portés lors du carnaval, reste fondamentale. Pour les habitants de Chignano, maintenir la tradition, c'est se souvenir d'un passé pas si lointain, où ces hautes terres connaissaient la pauvreté et la tristesse des habitants qui voyaient leurs proches s'en aller les uns après les autres. Certains de ces masques, parmi les plus anciens, sont très recherchés par les collectionneurs et peuvent atteindre et dépasser 3 000 €. Les quelques familles qui en possèdent les conservent jalousement pour leur valeur sentimentale, mais depuis quelque temps aussi comme valeur patrimoniale. La nature splendide du lac de Caume n'a jamais subi de profanation irréversible. L'homme a toujours veillé jalousement à sa conservation dans le respect de l'environnement, en donnant vie à un grand nombre de petits villages de caractère, perchés entre rivages et montagnes, sans jamais enlaidir le cadre naturel du lac. Parmi ces petits villages, il y a Varenna, un ancien petit port de pêche, inondé de lumière, dont les origines remontent au Xe siècle. Ce petit coin de paradis a inspiré bon nombre de chroniques littéraires qui ont fait le tour du monde. À propos de Varenna, Alfred de Musset, célèbre poète et dramaturge du XIXe siècle, écrit « Je ne connais pas de contrée plus manifestement bénie du ciel. À quoi bon chercher le bonheur, puisqu'il est là, sous mes yeux ?» Les environs du lac de Caume sont très recherchés par les cyclistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Les sommets vertigineux qui entourent le lac présentent des dénivelés spectaculaires et attirent les plus grandes courses cyclistes de l'Italie, comme entre autres le Giro d'Italia. Le col du Ghisaio est le plus célèbre. Célèbre par la difficulté de l'ascension, mais célèbre aussi par la présence au sommet du sanctuaire de la Madonna del Ghisaio, proclamé par le pape Pie XII en 1948, patronne universelle des cyclistes. Depuis la bulle papale, l'intérieur de la petite chapelle, édifiée en 1623, commence à se remplir d'objets laissés par les coureurs en signe de dévotion. Dès lors, l'usage de faire des offrandes au sanctuaire de Ghisaio se répandit parmi les champions du cyclisme mondial. Certains offriront leurs précieuses bicyclettes, d'autres leurs maillots distinctifs, qui tous ont gagné de grandes compétitions. Depuis 1948, les offrandes sont devenues si nombreuses au fil des années qu'un musée du cyclisme ultramoderne a dû être édifié, non loin de la chapelle, pour les accueillir. Siamo a 800 metri dal traguardo, Contador in piedi sui pedali in prima posizione, guida questo terzetto, al suo fianco però c'è Fabio Aru scortato dall'Andameana, sempre Contador.
Pour qui sacrifie à la tradition du voyage au lac de Côme, et particulièrement à Bellagio, la perle du lac, s'attache inévitablement à suivre les pas des illustres voyageurs qui l'ont précédé. Mais ici, plus que partout ailleurs, la seule évocation de Bellagio a pour effet immédiat de faire surgir le souvenir de Stendhal, le maître incontesté des lieux, celui dont l'âme continue de veiller tendrement sur les eaux du lac. Ce lieutenant de l'armée du général Bonaparte n'avait que 17 ans lorsqu'il mit le pied pour la première fois sur ces rives. Cette rencontre le marquera à jamais. Même lorsque sa jeunesse s'étant éloignée, le jeune officier fut devenu le célèbre écrivain à succès, auteur de La Chartreuse de Parme. Une œuvre majeure, un must de la littérature romantique du XIXe siècle, dont le lac de Côme et la pointe de Bellagio est le point d'ancrage. La sublime pointe de Bellagio est au carrefour des deux branches du lac, où se déploie le plus beau balcon d'Italie, avec pour toile de fond les cimes enneigées de la Valtelline. Juste en face de la villa Carlotta, qui protégea l'amour d'une reine avec son cocher, la villa Melzi, connut les amours adultérines de Franz Liszt et de la comtesse Marie d'Agoult. Cette villa du début du XIXe siècle, bâtie par le duc Francesco Melzi, connut bien des passions. Ici, sur les rives du lac de Côme, Cupidon, rêveur, contemple l'amour de Dante et Béatrice, les plus célèbres amants de la littérature italienne, qui exaltent le romantisme des lieux. Des jardins luxuriants aux villas somptueuses du XVIIIe siècle, de la grandeur au majestueux, du romantisme poétique aux folies financières, toute chose ici se reflète dans les eaux limpides de ce lac, dont les rives sont parmi les plus enchanteresses du monde. À 40 km au nord de Crémone, le lac de Garde est une éclatante leçon de beauté, une perfection dans l'harmonie. Depuis que Goethe raconta le voyage qu'il y fit en 1786, il est admis que cette partie de l'Italie est le jardin de l'Europe. Aujourd'hui, le charme est toujours intact, tel qu'on pouvait se l'imaginer à la fin du XVIIIe siècle. De l'époque romaine jusqu'au déclin de la République de Venise, la ville de Garda, qui a donné son nom au lac, fut un ancien poste douanier pour le contrôle des tributas, l'impôt perçu, au titre des droits de port et de passage. À partir du XIXe siècle, de par sa situation méridionale sur le lac, elle devient une charmante station balnéaire réputée, où le climat excessivement doux rappelle celui que l'on trouve sur les bords de la Méditerranée. Parcourir les ruelles étroites de Garda, c'est comme faire un voyage gourmand parmi les meilleurs vins de la région et de l'essentiel du répertoire de la cuisine italienne. Si vous passez un jour par cette séduisante petite ville, allez déguster la meilleure pizza du lac, chez mon ami Sandro. Vous comprendrez alors pourquoi ce symbole de la gastronomie italienne est le plat le plus servi dans le monde, inscrit depuis peu au patrimoine de l'humanité. Selon Planétoscope, il se consomme chaque année 30 milliards de pièces, ce qui représente environ 450 000 tonnes de pizza consommées chaque année dans le monde.
Plus au sud, là où le Mincio, affluent du Pô, s'échappe du lac, la ville de Peschiera del Garda nous rappelle qu'elle fut, dès le Moyen-Âge, une place forte importante, comme en témoignent encore ses fortifications entourées d'eau. À partir de Peschiera del Garda, une étroite langue de terre s'avance sur le lac, telle une proue de bateau en direction de Sirmione. Aimée des artistes et des poètes depuis l'Antiquité, mais aussi de la grande Maria Callas, qui venait s'y ressourcer entre deux tournées. Sirmione est dominée par l'imposant château du XIIIe siècle, la Rocca Scaligera. Ce château médiéval est l'un des plus complets et les mieux conservés d'Italie, ainsi qu'un des rares exemples de fortifications lacustres. Aujourd'hui encore, le pont-levis du XIIIe siècle est un passage obligé pour accéder au centre historique, considéré comme le plus joli village du lac de Garde. À l'ouest de Sirmione, la capitale du lac, Descenzano del Garda fut du temps de la République de Venise un important carrefour très actif dans le commerce du grain et des agrumes entre Vérone et Brescia. Si, jusqu'au XIXe siècle, le grain et les agrumes ont fait la richesse de Descenzano, c'est bien le tourisme qui, aujourd'hui, contribue à sa prospérité. Le vieux port du XIe siècle, agrandi sous la République de Venise pour accroître sa puissance commerciale, garde encore une forte empreinte vénitienne, comme le démontre l'architecture de certains de ses immeubles le long de ses quais. Le plus grand lac italien n'a pas peur des paradoxes. La variété de ces pittoresques paysages de haute montagne contraste avec ses rives exotiques, peuplées d'oliviers, émaillées de cyprès, de palmiers, de bougainvilliers, et plus étonnante encore, de citronniers. Peu de gens le savent, mais jusqu'au XVIIe siècle, les environs du lac de Garde constituaient l'endroit le plus septentrional au monde, où des citrons étaient cultivés pour assurer la prospérité de la région de Limone. Mais au siècle dernier, la rentabilité n'était plus au rendez-vous. Les espaces dévolus à la culture des citronniers ont quasiment disparu. Pourtant, un microcosme de passionnés lutte pour préserver ce patrimoine en péril. Giuseppe fait partie de ces passionnés qui maintiennent la tradition. Ici, nous dit Giuseppe, nous sommes dans l'une des ultimes limonailles du XVe siècle encore en activité. Actuellement, comme vous pouvez le constater, elle est dans sa période estivale, sans sa couverture de bois et de verre que nous mettons à partir de la moitié de novembre jusqu'à mars. En effet, sur le lac, périodiquement durant l'hiver, les températures peuvent parfois descendre jusqu'à moins de 3 degrés. Sans cette protection, les citronniers pourraient subir des dommages irréversibles. La limonaille de Giuseppe produit un citron si doux, si particulier, qu'il est possible de le déguster comme s'il s'agissait d'une orange. Cette particularité produit l'un des meilleurs limoncello du nord de l'Italie, réservé à certains restaurants étoilés. Ho appena raccolto questi limoni perché voglio farti vedere anche come. Je viens à peine de cueillir ces citrons pour te dévoiler la recette ancestrale de notre limoncello.
qui siamo nella nostra cucina e adesso voglio farvi vedere come. Ici, nous sommes dans notre cuisine pour te faire découvrir la recette du limoncello, transmise par mes arrière-grands-parents qui cultivaient déjà les citrons. Di Gagliano che da molti secoli coltivavano i limoni. Allora, per fare un buon limoncello è necessario. Alors, pour faire un bon limoncello, il faut se procurer des citrons, pas trop mûrs, encore un peu verts. E un pochino verdi. La dose è questa. La quantité est la suivante. 12 citrons pour un demi-litre d'alcool. À partir de là, je vais éplucher les citrons et poursuivre pas à pas la recette. I limoni devono essere sbucciati con un filo a patate, cercando di rimanere molto leggeri in modo da ricavare una buccia sottile, vedete? Ecco. Queste bucce poi devono essere messe nell'alcol a macerare. Ecco che allora prepariamo, dicevo prima, la dose per 12 limoni e mettiamo a macerare le bucce nell'alcol, mezzo litro. Ecco, chiudiamo ermeticamente il contenitore e queste bucce dovranno rimanere nell'alcol per un giorno. A volte dicono di lasciarle per 15-20 giorni, è sbagliato. In un solo giorno, in 24 ore, l'alcol riesce ad estrarre tutti gli oli essenziali della buccia del limone. Poi, passate le 12 ore, andiamo a far bollire l'acqua, 800 grammi di acqua. Ecco, mettiamo l'acqua sul fuoco e la facciamo bollire. Quando l'acqua bolle, si aggiunge lo zucchero, abbiamo detto 600 grammi con 800 grammi di acqua, d'accordo? Poi lo si mescola, ecco, a questo punto si prende l'alcol con le bucce già macerate e il limoncello in questo modo è già pronto. E vedrete che questo limoncello è veramente squisito. Non è certo paragonabile a quello che si acquista nei centri commerciali, al supermercato, e non è nemmeno quello che vi offrono ai ristoranti, perché è tutta un'altra cosa. Il limoncello è pronto e possiamo anche assaggiarlo. Eccolo. À partir de Malcesine, le lac se pare de ses plus beaux paysages et nous offre de grandioses perspectives qui marient la douceur et la quiétude de ses rivages enchantés. Ici, les noms des lieux n'ont d'égal que la beauté des paysages. La baie des Sirènes, la crique des rêves et l'île de l'amour sont rendus célèbres dans les chroniques romantiques de George Sand, de son vrai nom, Aurore Dupin.